Allez, on continue cette émission spéciale de Génération Impact sur Family Stories et je reçois maintenant Armelle Le Cerf du groupe Brochard. Bonsoir Armelle. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous présenter surtout votre famille entrepreneuriale qui est assez ancienne, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. C'est une famille assez ancienne. Donc, on fête cette année nos 180 ans. Voilà, le groupe Brochard est Incroyable. situé à Bourges, dans le centre de la France et dans la région. On a été fabricant de briques et de chaux pendant 100 ans. Et puis, à la sortie de la guerre, la production s'est arrêtée et on est devenu négociant en matériaux de construction. Donc, les négociants en matériaux de construction, c'est vraiment le trait d'union entre les industriels et les artisans. Et on fournit les matériaux de construction aux artisans. Voilà. Je suis la 7e génération à reprendre l'entreprise, qui est toujours passée dans les mains soit de père en fils, soit de père en fille, puisque je suis la 2e femme à prendre la tête de l'entreprise. Génial. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le mouvement familial? J'imagine que vous avez des frères et sœurs. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui travaillent avec vous ou est-ce que vous êtes, voilà, vous avez été celle qui a été désignée ou destinée à reprendre le flambeau? Alors, nous sommes 4 frères et sœurs. Je suis la 4e des 4. Et à vrai dire, je n'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise familiale. J'ai plutôt un frère et une sœur qui s'étaient positionnés, pourquoi pas. Et puis finalement, on s'est tous mariés. Voilà, nos choix de vie ont fait que le jeu a été un petit peu relancé. On va dire ça comme ça. Moi, je n'ai pas du tout un profil au départ pour reprendre une entreprise de commerce et dans le monde du bâtiment, puisque j'ai plutôt un parcours de sciences politiques et de lettres. Avant de rentrer dans l'entreprise familiale, je travaillais au Théâtre Montansier, qui est le théâtre de Versailles. Et voilà, je m'occupais du mécénat et de la communication pour eux. Et j'ai toujours plutôt travaillé dans des projets culturels, dans des galeries de photos, dans des résidences d'artistes. Et puis, voyant que les choix de vie de mes frères et sœurs n'étaient plus vraiment compatibles avec la reprise de l'entreprise, j'ai discuté et échangé avec mon père en disant qu'est-ce qui va se passer si aucun de nous ne reprend. Et évidemment, on le sait, une entreprise familiale qui n'est pas reprise, elle est souvent vendue. Et je me suis dit qu'à un moment, on ne pouvait pas toujours regretter que les autres ne fassent pas ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a proposé de rentrer dans l'entreprise. Alors d'abord pour m'occuper de la partie marketing et communication, puisque c'était le cœur de mon métier. Et qu'on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, mais la légitimité est importante quand on reprend une entreprise. Donc avoir cette partie marketing et communication, c'était une bonne façon pour moi aussi d'ancrer ma légitimité. Et puis finalement, au moment du Covid, on s'est posé, mon père et moi, en disant qu'il était temps que je reprenne l'entreprise. Mais moi, j'avais un bagage, donc je l'ai dit, sciences politiques et lettres. Donc j'ai repris mes études. Voilà, je suis partie faire un executive MBA à Lyon, à l'EM Lyon, pour pouvoir reprendre sereinement l'entreprise. Alors, ce que vous décrivez dans la technique de la gouvernance familiale, c'est ce qu'on appelle le devoir envers la famille, que certains familiaux peuvent ressentir à un moment, hein, ce que vous avez exprimé, personne n'y va, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc c'est très intéressant. Et puis après, on y est. Alors du coup, ma question derrière, c'est maintenant que vous y êtes, comment vous vous réalisez dans cette expérience et entre le devoir envers la famille d'y aller et puis ensuite le vivre, qu'est-ce qui vous excite aujourd'hui dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous plaît? Comment vous avez été accueilli peut-être aussi par les membres de l'entreprise qui ont eu avant, je crois, votre père, hein, c'est ce que vous m'avez décrit. Voilà, comment ça se passe pour vous en fait, tout simplement? Alors, marrant, je ne l'ai jamais vu comme un devoir. Enfin, là, c'est pas catégorisé, mais voilà, on le met dans cette grande famille de... Peut-être que mon expérience fait penser à un devoir, mais je ne l'ai jamais pris comme ça. Moi, j'ai simplement été affectée de me dire qu'après 180 ans d'existence, cette entreprise allait s'arrêter. Et je n'avais pas envie de ça. Et finalement, au-delà du devoir, je pense que cette entreprise, elle était dans mon ADN et vraiment en moi. C'est-à-dire que nous, notre maison de famille, et là où j'ai grandi, c'était vraiment la maison qui était collée au point de vente. Enfin, ma cour et enfin, le jardin, pour moi, c'était la cour du négoce de matériaux de construction. Donc j'ai grandi avec et ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours connu tous les collaborateurs. J'ai été aux événements de Noël, aux vœux et aux grands événements de l'entreprise. Donc je ne l'ai pas du tout vécu comme un devoir. J'en avais envie, je pense, finalement. Comment j'ai été accueillie? Eh bien, bien. Alors évidemment, la première année,
c'est toujours un peu un test, puisqu'on se demande pourquoi est-ce qu'on est là. Est-ce qu'on est là parce qu'on est de la famille et que de fait, c'était notre place de toute façon? Ou est-ce qu'on est là parce que, déjà, on en a vraiment envie et parce qu'on est capable d'eux? Donc, c'est une première année de test. Et c'est assez ambigu, puisque après 6 générations, il y a autant de réserves de la part des collaborateurs de se dire est-ce qu'elle est capable d'eux et est-ce qu'elle en a vraiment envie, qu'en même temps de se dire on a vraiment envie, nous, que ce soit une nouvelle génération qui reprenne l'entreprise, parce que, l'a dit finalement, si jamais c'était vendu ou repris par un groupe national ou plus gros, bah, cet esprit familial, il disparaîtrait. Et les collaborateurs n'ont pas du tout envie que cet esprit familial disparaisse. Génial. Alors c'est marrant parce que il y a des études qui ont montré qu'il y avait 4 cas pour les next-gen qui rejoignent le mouvement familial. Deux qui réussissent pas. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes dans le cas qui réussit. Des 2 cas qui réussissent, c'est le désir de leadership, en fait le désir d'y aller. C'est-à-dire tout à l'heure je parlais de devoir, et ça peut s'accompagner aussi de ce désir-là. Vraiment, voilà, c'est ancré, c'est là, ça ne peut pas se passer sans vous pour construire cette histoire. Le deuxième cas où ça marche, et c'est paradoxal, c'est quand on est forcé d'y aller. Et c'est souvent le cas dans les familles entrepreneuriales asiatiques, où là, en fait, il n'y a pas le choix, en fait, il faut y aller. Et donc, les enfants qui rentrent, ou qui suivent, ou qui prennent la suite, souvent, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se fabriquer un prénom, parce que de toute façon, ils n'ont pas eu le choix de ne pas y aller. Il y a 2 cas où ça ne marche pas. Un cas où on y va parce qu'on se dit que la soupe est plus facile à l'intérieur, c'est plus confortable, c'est plus facile d'une certaine manière, et là, on a du mal à fabriquer son prénom. Et puis le dernier cas où ça ne marche pas, c'est lorsqu'on est appelé pour sauver l'entreprise. On a réussi ailleurs. Là, pour le coup, on revient par devoir, mais probablement par culpabilité. Mais le mal est fait et c'est souvent trop tard. Moi, j'aimerais du coup vous demander, c'est quoi la suite de votre entreprise familiale dans les 30, 20, 30 ans qui viennent? C'est quoi vos rêves pour cette entreprise familiale? Alors, le plus grand rêve, je pense qu'on partage, mon père qui est toujours notre président et moi, c'est que l'entreprise passe le cap des 200 ans. Voilà, je pense que pour nous, ce serait un beau rêve de se dire que 200 ans d'histoire familiale se réalisent. Après, c'est quoi le groupe Brochard dans les 20, 10, on va commencer déjà 10, 20, 30 prochaines années. Ce groupe est tellement fou, je sais pas. Le groupe a énormément évolué les 30 dernières années, puisqu'on est passé de 1 point de vente, 10 personnes, à 10 points de vente, 120 collaborateurs. Des idées, on en a beaucoup. Après, il faut le temps, l'énergie, les moyens de les réaliser. Là, pour l'instant, on va déjà devoir déménager tous nos sites historiques qui sont aujourd'hui situés dans le centre-ville de Bourges, un peu en périphérie, puisqu'on a manqué de place. Donc, maintenant, on est sur plusieurs sites. On est sur 6 sites en tout. Donc là, on va tout rassembler au même endroit. C'est un gros projet pour nous. Après, des nouveaux métiers, peut-être des nouveaux points de vente, tout est possible. Une question qui me vient, c'est comment la famille s'est organisée? Donc, vous êtes la 4e, ce que vous m'expliquez. Donc, il y a 3 frères et sœurs avant. Ils sont actionnaires du groupe. Vous leur avez racheté leur part. Comment vous êtes organisé en tant que famille? Parce que tous les modèles existent. Et donc, je serais assez curieux de savoir comment eux, ils contribuent ou pas à votre mouvement familial. Alors aujourd'hui, la grande majorité de l'entreprise appartient toujours à mon père. Moi, j'ai racheté une partie de l'entreprise il y a maintenant 2 ans. Mes frères et sœurs vont rentrer dans l'entreprise d'un point de vue actionnarial, avec une succession, tout simplement. Et après, se posera la question, est-ce que je vais leur racheter? Est-ce que je rachèterai d'abord les actions de mon père? Voilà. Et tout ça est à définir là, dans un avenir très proche, on le sait. Mais ce n'est pas encore tout à fait posé. Ok, donc ça c'est assez intéressant parce que en fait pareil, il y a tous les cas qui existent. Soit on recommence génération après génération et il faut effectivement revoir la table de capitalisation et le financer et c'est pas si simple. Soit on a aussi des familles qui s'organisent avec un groupe d'actionnaires non exécutifs et qui viennent contribuer au développement de la famille de manière un petit peu différente et notamment en développant son patrimoine ou en diversifiant les activités. Je suis curieux, est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs dans la famille qui font autre chose? Mon frère est entrepreneur, mais plutôt dans la partie agroalimentaire, donc rien à voir. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Brochard, on a quand même la géographie de Bourges qui est importante. Donc, étant donné qu'on vend des matériaux de construction, il faut bien comprendre que
un parpaing ou une brique, quand elle fait plus de 30, 50 km, on perd quand même énormément en rentabilité. Donc on n'est pas du tout sur des expansions à l'international ou même au niveau national. Donc quelqu'un qui revient travailler dans le groupe familial Brochard, c'est quelqu'un qui revient habiter à Bourges. Voilà. Et ça, il faut bien en avoir conscience puisque c'est une charmante ville, mais certains ont connu plus dynamique. Voilà, donc c'est aussi un choix de vie. C'est-à-dire que c'est un choix de reprendre l'entreprise, de revenir travailler dans l'entreprise, mais c'est aussi un choix de venir habiter à Bourges quand on veut être opérationnel dans cette entreprise. Tout le monde n'a pas forcément envie de passer ce cap. Donc mes frères et sœurs auront un rôle demain dans la partie actionnariat. Donc forcément, énormément de choses à apporter à l'entreprise, mais pas forcément d'un point de vue opérationnel. Peut-être que leur cœur de métier sera lié d'une façon ou d'une autre à Brochard. On n'en est pas encore là dans les projets proches. Bon, cette émission, elle s'appelle Génération Impact. Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu d'impact ensemble et essayer de comprendre quels sont vos enjeux. Vous êtes dans les matériaux de construction, vous nous l'avez expliqué. Donc il y a des enjeux de durabilité absolument phénoménal. Comment votre groupe aborde ces sujets-là, à la fois en tant que... Parce que je crois que vous êtes franchisé aussi, donc j'imagine qu'avec votre franchiseur, il doit y avoir des discussions assez intéressantes. Et vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous abordez ça aujourd'hui, à la fois avec vos équipes et avec vos clients? Alors, ce sont des sujets qui sont venus assez récemment dans le monde du bâtiment, mais de façon très, très forte. On est au cœur du sujet, notamment de la partie écologique, transformation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vraiment être crédible auprès de nos clients si nous-mêmes, on n'essaye pas de se transformer d'un point de vue écologique. Donc, il faut absolument que, les matériaux que l'on vende, on fasse attention à qu'est-ce qu'on vend, voilà, et qu'on soit exigeant par rapport à ça, par rapport à nos industriels. Ça veut dire les pousser aussi à innover d'un point de vue technologique pour proposer des produits qui soient moins polluants, qui soient plus résistants également dans le temps, et puis qui nous permettent une meilleure isolation, par exemple. Et puis, il y a aussi, nous, d'un point de vue exemple, comment est-ce qu'on construit nos bâtiments, ne serait-ce que ça, nos magasins. On ne peut pas demander à nos clients de construire différemment si nous-mêmes, on ne construit pas différemment. Donc, je pense que là-dessus, on a un véritable rôle d'exemple à jouer. Et là, typiquement, l'année dernière, on a entièrement rénové un de nos sites qui avait 30 ans. On a quasiment désossé, on a refait toute l'isolation, on a refait toutes les menuiseries, on a refait tout le système de chauffage, etc. Parce que on ne pouvait pas faire autrement et on ne peut pas maintenant travailler dans des anciens bâtiments alors que c'est notre cœur de métier. On dit souvent que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je ne voudrais pas avoir cet exemple-là chez Brochard. Génial. Bon, on a une habitude dans cette émission, c'est de poser la question à nos invités, d'imaginer que votre entreprise familiale soit un membre de la famille, alors un membre fictif, pas un membre qui existe déjà ou qui a existé. Et donc je voudrais vous poser cette question, si votre entreprise était un membre de la famille, qui serait-elle ou qui serait-il? Alors, si Brochard était un membre de ma famille, ce serait ma grand-mère. Ce serait une grand-mère, non pas parce que... Alors déjà, c'est parce qu'elle a 180 ans, donc c'est vrai que c'est plutôt, pour moi, une figure qui est au-dessus de moi, forcément. Et puis, c'est un mélange entre une grand-mère très douce qui nous veut du bien, quand même très bienveillante, et en même temps, je pense que ce serait un peu la grand-mère folle dingue. C'est un mélange de la grand-mère douce et de la grand-mère folle dingue qui a toujours un millier d'idées, qui n'a pas peur, qui a envie d'aller de l'avant en permanence et qui a envie d'accompagner vraiment chaque personne de sa famille et aussi chaque collaborateur. Donc voilà, ce serait une grand-mère qui serait un doux mélange entre de la douceur et un peu de dinguerie. Génial. Vous êtes 4 frères et sœurs, c'est ça hein, que vous m'avez dit. Est-ce qu'il y a une next-gen qui existe déjà? Alors, j'ai 3 enfants, voilà, 3 jeunes enfants qui ont entre 7 et 2 ans. Donc moi, ma prochaine génération familiale est là, c'est certain. Mes 3 frères et sœurs ont également, eux, chacun 3 enfants. Donc il y a déjà 12 personnes sur la prochaine génération, c'est énorme. Après, je voudrais vraiment reproduire pour le coup quelque chose que mes parents ont reproduit et que j'ai trouvé superbe, c'était aucune obligation.
En fait, nous n'avons eu aucune pression, ce qui fait aussi que quand j'ai décidé de revenir dans l'entreprise, je l'ai fait totalement librement et je le fais avec plaisir aujourd'hui. Parce que j'ai jamais été obligée de le faire. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai fait des études plutôt de sciences politiques, de lettres, j'ai travaillé dans un théâtre avant. Finalement, je crois que quand on veut trop forcer le destin nous joue des tours. Donc il faut laisser de la liberté un peu à nos enfants. Et puis aujourd'hui, je vois l'expérience que j'ai eue dans un théâtre et dans mes métiers précédents, c'est une force aujourd'hui. Donc justement, allons nous nourrir un petit peu d'autres choses, de ce qui nous entoure. Et si jamais on doit revenir, on reviendra encore plus fort. Ouais, là-dessus, il y a un élément important, et notamment lorsque la famille s'étend et que vous l'avez exprimé tout à l'heure, tout le monde n'habite plus forcément autour du site historique, et en l'occurrence pour vous c'est Bourges. Il y a un double enjeu qu'on appelle l'affectio societatis et l'affectio familiae, c'est-à-dire continuer quand même sans forcer à créer du lien, à créer ce que vous avez exprimé tout à l'heure d'ailleurs, que c'était assez beau. On sentait l'attachement à cette entreprise, à ses 180 ans d'existence. Et ça, c'est quelque chose à nourrir aussi tout au long de votre projet. Je vous remercie d'être venu sur Génération Impact. Merci beaucoup. Et puis, bon Family Stories. Et nous, on continue l'émission spéciale aujourd'hui sur Family Stories.